puis pourtant, il existe des pratiques gagnantes en gestion de capital humain pour générer davantage d'engagement auprès de vos employés, employés futurs également. Alors, avec nous pour en parler, Stéphane Simard, auteur et conférencier. Bonjour, M. Simard. Bonjour, Mme D'ailleurs, sur le point d'être en librairie, ce nouveau volume, Conversations déterminantes, qui justement nous donne en tout cas certaines pistes de solutions en matière de recrutement. Peut-être parlez-nous de cet ouvrage-là avant qu'on aborde le vif du sujet. Oui, bien, l'ouvrage va sortir en librairie la semaine prochaine. Et l'idée derrière de ça, c'est qu'effectivement, dans un marché où on a une pénurie de main-d'œuvre, on a plusieurs conversations déterminantes à avoir comme gestionnaire, soit avec des futurs employés ou des employés actuels, justement, pour les mobiliser et les fidéliser le plus possible. Ça devient de plus en plus difficile, de plus en plus un casse-tête de recruter? Oui, ça devient de plus en plus difficile, surtout dans les métiers plus spécialisés ou dans les métiers où on a une main-d'œuvre qui est plus âgée, dans le secteur manufacturier, entre autres, ou au niveau des usines, des gros départs à la retraite qui se font en même temps. Fait que oui, c'est un casse-tête présentement. Bon, de quelle façon faut-il s'y prendre? Et en plus, non seulement c'est peut-être difficile de recruter, mais les façons de faire sont bien différentes qu'il y a quelques années à peine. Il y a de plus en plus de sites Internet pour nous faciliter la tâche, mais est-ce que ça nous la facilite réellement ou est-ce qu'on risque de s'y perdre? Quelles sont les pistes, finalement, de solutions là, pour recruter de façon efficace? Bien, je pense que la première chose, c'est peut-être d'aller dans des marchés de recrutement, dans des bassins qui sont moins fréquentés. Alors, on sait que les personnes âgées, c'est un bassin de recrutement qui peut être intéressant. C'est des personnes qui sont disponibles, qui sont expérimentées, axées sur la clientèle. Et puis même la FADOC faisait ressortir dans une étude que les gens de 65 ans aujourd'hui ont un état de santé comparable à des gens de 54 ans en 1960. Donc, c'est une main-d'œuvre quand même qui est capable et qui veut encore continuer à travailler. On a aussi le bassin des nouveaux immigrants, donc il y a de plus en plus qui arrivent au Québec. On a aussi les entreprises d'insertion. Donc, c'est des gens qui ont eu peut-être un départ dans la vie plus difficile, mais qui sont accompagnés par des entreprises. Ils sont très bien formés et finalement, ils sont prêts à intégrer rapidement le marché du travail. Et aussi, on a nos propres employés. Des fois, on oublie cet aspect-là, mais nos employés pourraient nous recommander des candidatures qui sont intéressantes. Il suffit de leur donner les moyens. Ça peut être sous forme de programme de référencement, en utilisant leurs réseaux sociaux. Bref, ces gens-là ne recommanderont pas quelqu'un avec qui ils ne voudraient pas travailler. Donc, ça peut être un bon endroit à les piger. Oui, absolument. Je reviens sur les trois sources, dans le fond, dont vous venez de parler. Les personnes âgées, d'abord, sont peut-être plus susceptibles également les personnes plus âgées sont peut-être plus susceptibles de rester longtemps aussi en entreprise, parce qu'on a à faire face à ce défi-là au sein des jeunes pour qui la fidélité envers l'employeur est bien différente de ce que c'était il y a 15-20 ans. Est-ce qu'il y a davantage de stabilité chez les personnes plus âgées, les immigrants que vous avez nommés, entre autres, là, à titre d'exemple? Oui, les personnes plus âgées, vous avez raison de mentionner, effectivement, ils vont être plus stables. Eux, ce qu'ils recherchent, finalement, c'est une expérience de travail. Ils veulent continuer à contribuer. Ben oui. Donc, ils ne veulent pas nécessairement changer d'entreprise aux 6 mois s'ils n'ont plus de défis stimulants. Donc, ils vont joindre l'entreprise pour un mandat qui est clair et ils vont rester tant que ce mandat-là va être respecté. Quant aux immigrants, on en parle abondamment, mais est-ce que les choses évoluent? Parce que c'est toujours le même problème. On n'a pas nécessairement les équivalences de diplômes encore, ou en tout cas, c'est difficile de bien les identifier, ces équivalences-là. Est-ce qu'il y a d'évolution dans ce dossier-là? Bien, il y a de l'évolution, surtout quand on regarde ce qui se passe du côté de la France, entre autres, où le marché de l'emploi est excessivement difficile pour les diplômés. Donc, il y a beaucoup de partenariats qui se développent maintenant pour faciliter ça. Et moi, je pense que ça va être juste favorable là, pour toutes les entreprises d'ici. Reste que quand on veut vraiment embaucher pour le long terme, on préfère souvent un finissant qui a la formation, bien sûr, nécessaire pour notre type d'entreprise. Comment on fait pour réussir à convaincre ces finissants qui, probablement, en tout cas, dépendamment des domaines, je peux me tromper, doivent être extrêmement convoités? Qu'est-ce qu'on fait pour ressortir de la masse? Oui, ils sont très en demande. Oui. Et puis, ils le savent, puis ils en profitent. C'est ça. Bien, ce qu'il faut d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est valeur ajoutée. Donc, plutôt que de se contenter simplement d'afficher un poste dans un service de placement étudiant ou d'avoir un kiosque dans une foire d'emploi, il faut voir comment on peut apporter de la valeur et aux étudiants et aux écoles. Alors, par exemple, un gestionnaire pourrait décider d'aller dans une école et présenter son cheminement professionnel pour motiver des jeunes. On pourrait aussi animer un atelier sur la recherche d'emploi, sur la préparation en entrevue. On pourrait offrir des bourses étudiantes, organiser des concours conjointement avec l'école, commanditer des activités étudiantes. Bref, tout ce qui peut redonner de la valeur ajoutée. Et probablement la meilleure chose aussi, c'est d'offrir un emploi avant qu'il termine ses études. Donc, soit sous forme de stage, emploi d'été, emploi à temps partiel, pour finalement être le premier quand va venir le temps de recruter ce candidat-là. Et ça fait vraiment une différence de commencer déjà à s'impliquer dans le milieu scolaire avant même que les jeunes aient terminé leur diplôme, c'est-à-dire en conséquence, on est déjà reconnu par ces finissants-là? Oui, définitivement. Entre autres, il me vient en tête rapidement une entreprise d'ingénierie qui est le numéro 5 au Québec, mais est
le premier nom qui vient en tête des finissants de l'École polytechnique à cause de leur implication dans l'école. J'ai un autre exemple aussi d'une petite chaîne de dépanneurs qui a mis en place un système où ils se rapprochent beaucoup de leurs jeunes, donc ils leur offrent le transport entre le milieu de travail et l'école, dédommagent pour les frais de scolarité, encouragent sous forme de boni quand l'employé a son diplôme, propose des horaires flexibles, adaptés en fonction de l'horaire scolaire, libérés pour les périodes d'examen. Donc, toute cette relation-là qu'on bâtit va faire qu'effectivement, on va être le choix numéro 1 sortant de l'école. Qu'en est-il du recrutement sur Internet? Je le disais tantôt, il y a toutes sortes de sites Internet disponibles. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que c'est une bonne façon de faire, soit par son propre site d'entreprise ou par d'autres grands sites comme Jumbo ou Workopolis? Est-ce que ça fonctionne bien? Oui, les sites de recherche d'emploi, les gens fréquentent ça beaucoup. Je privilégie beaucoup les sites d'entreprise. Puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est à quelques clics de nos compétiteurs sur Internet. Donc, c'est important que quand un chercheur d'emploi vient sur votre site corporatif, que ce soit évident qu'il y a un onglet « Carrière, emploi » dès la page d'accueil ou un endroit où le chercheur d'emploi peut tout de suite aller cliquer. Oui. Et là, on doit présenter pas simplement le poste de façon un peu monotone avec les prérequis et tout ça, mais plus de vendre le pourquoi. Donc, pourquoi moi, je me gênerais l'organisation? Qu'est-ce qu'il y a de spécial chez vous qui ferait que j'embarquerais là-dedans? On veut voir des témoignages d'employés, soit sous forme écrite ou sous forme de vidéo. On veut voir des photos, mais pas des photos achetées sur Internet, mais des photos du vrai monde qui travaille chez vous et qui illustrent aussi les valeurs de l'entreprise. Donc, par exemple, si on a un groupe d'employés qui a travaillé à faire du bénévolat parce que ça fait partie des valeurs de l'organisation, bien, mettons ces photos-là pour justement appuyer, parce que les valeurs, tout le monde lance plein de belles valeurs. Mais la question qu'on pose tout le temps, c'est comment au quotidien ça se vit, ça, concrètement. Donc, c'est l'occasion de l'illustrer de cette façon-là. Mais là, c'est beau parce que vous donnez plein de conseils aux entreprises pour paraître l'entreprise la plus proche des finissants, des futurs employés. Si on est si convaincant, mais qu'on se retrouve avec des employés peut-être moins désirables, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas une garantie qu'on va dénicher le bon employé pour sa propre entreprise, de se vendre à ce point-là. Quelles sont les stratégies, finalement, pour éviter de se tromper? Oui, bien, la première stratégie, c'est de ne pas attirer ceux qu'on ne veut pas. Ouais. Pour ça, ce que je suggère aux organisations qu'on accompagne, c'est vraiment d'être authentique dans son approche. Donc, de dire vraiment ce qu'on est. Puis souvent, je donne mon exemple à la blague. Moi, quand je faisais passer des entrevues, quand j'étais gestionnaire, je disais à la blague, chez nous, c'est stressant. On est axé sur les résultats à court terme. Et la philosophie du grand patron, c'est quand un employé fait une erreur, on passe par-dessus. Quand il en fait une deuxième, on y passe dessus. Alors, c'est sûr que c'est assez clair. Mais derrière ça, puis c'était présenté sous forme humoristique, mais derrière ça, il y avait quand même une part de vérité qui disait aux gens, bien, chez nous, on est une organisation entrepreneuriale, ça va avoir beaucoup de latitude, mais on veut des résultats à court terme. Donc, les gens qui se joignaient à l'organisation, il n'y avait pas de surprise pour eux autres. Ils savaient clairement dans quoi ils s'embarquaient. Donc, ça essayait d'avoir à gérer des cas problèmes par la suite. L'entrevue d'embauche, c'est un défi aussi. On dit souvent qu'une entrevue parfaite, c'est quand on n'a jamais réussi à déceler de failles chez l'employé. Et lui, il a fait une entrevue parfaite, mais pas nous, comme employeurs. Est-ce que c'est vrai et quels sont peut-être les derniers petits conseils que vous pouvez donner là-dessus? Bien, au niveau de l'entrevue, je pense qu'il est important, c'est de rester, pas dans l'hypothétique, mais de demander le candidat de nous amener des exemples concrets. Oui. Alors, il était souvent déjà arrivé de vivre une situation conflictuelle dans ton travail. Raconte-moi comment ça s'est passé, plutôt que de faire des hypothèses et des mises en situation. Oui. Comme employeur, c'est important qu'il faut séduire, hein, parce que c'est l'employé qui a le gros bout du bâton. Oui, mais il faut donner des exemples concrets pour que l'employé puisse se livrer réellement, c'est ce qu'on comprend. Puis que ce soit à l'aise et confiance. Merci beaucoup, Stéphane Simard. Merci pour ces conseils. Au revoir.